Politique profonde pour votre rendez-vous quotidien, le rendez-vous des peines à jouir, le rendez-vous des Gaulois réfractaires, le rendez-vous des personnes qui reçoivent un fuck direct d'Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, la reine de Paris, l'entre-drame de Paris, s'est exprimée. Elle a dit tout simplement fuck au réac, fuck aux extrêmes. Donc, elle vous envoie le bonjour dans ce meilleur des mondes où tout va bien. Et elle dit stop, stop, il y en a marre de cette orchestration d'une détestation. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Les Français sont heureux. Les Parisiens sont dans une bulle d'extase. Macron est notre sauveur. Il remonte dans sa cote de popularité. Tout va bien. On va pouvoir parler de tous ces éléments d'actualité avec Nicolas Stoker qui m'accompagne tous ces jours. Bonjour Nicolas. Bonjour Raphaël, bonjour chers internautes. Alors, d'avance, pensez bien évidemment à mettre le pouce sous la vidéo, à la partager sur vos réseaux et ensuite à commenter une fois que la vidéo est terminée. Donc là, on se concentre évidemment sur l'actualité des Jeux Olympiques. On nous dit dans le chat avant même que l'émission commence, il faut revenir au sujet sérieux, arrêtons de parler des Jeux Olympiques. Eh bien non, en fait, parce que les Jeux Olympiques représentent une opération psychologique fascinante, absolument fascinante, qui va préparer l'inconscient collectif des Français pour cette rentrée qui va être chargée. Ne vous inquiétez pas. On va pouvoir parler de tous les sujets internationaux et politiques, comme on vous l'a dit, dès qu'on lancera à partir de lundi la matinale de géopolitique profonde. Et donc, on pourra traiter de nombreux sujets de fond avec beaucoup d'invités que vous adorez. Donc, on vous réserve de grandes surprises. Mais là, comme on a Anne Hidalgo qui, tout simplement, nous envoie un message, on va prendre la peine quand même de lui répondre et de faire un peu le point sur ce succès international des Jeux Olympiques. Alors, Nicolas, tout d'abord, quelles sont les informations, les sujets que tu as choisis pour montrer encore une fois que tu es un pauvre réac et un membre de l'extrême droite, Nicolas? Et que je suis toujours dans ce peine à jouir. Exactement. Alors sur les JO, de toute façon, alors on pourrait mettre dans le même sac d'ailleurs Oudéa Castéra avec Hidalgo. Elle, quand on lui dit mais quand même, vous avez un certain nombre de triathlètes qui, suite à leur petit plouf dans la Seine, ont attrapé une grosse gastro-entérite et certains sont même hospitalisés. Elle doute de l'info, elle n'est pas très loin de les traiter de menteurs. C'est pas mal non plus. Donc elle met en doute l'information. C'est certainement relayé par Poutine, ça aussi. Mais oui, parce que derrière tout ça, derrière le fuck, c'est Poutine, bien sûr. Nous ne sommes que des individus stipendiés aux intérêts de la Russie éternelle. Ils ont prétendu le découvrir sur BFM pas plus tard que hier ou avant-hier, en prétendant que les émeutes en Grande-Bretagne, et bien derrière, il ne fallait pas chercher un professeur de Sciences Po, Paris. C'est une école qui ne cesse de gagner en notoriété. On se rappellera que les chefs d'entreprise maintenant écartent systématiquement les CV où est fait mention d'un passage à l'Institut d'études politiques de Paris. Un professeur de l'IEP de Paris n'a rien trouvé de mieux à dire. Encore une fois, on avait déjà eu la même chose sur les Gilets jaunes, rappelez-vous. Les émeutes en Grande-Bretagne, c'est Poutine. Donc j'imagine que la saleté dans la Seine, c'est Poutine. La pluie d'ailleurs qui a souillé la Seine, puisqu'on le sait bien, c'est la pluie qui a souillé la Seine, c'est Poutine. C'est Poutine à chaque fois, donc j'imagine que derrière le fuck les peines à jouir, il y a aussi fuck à Poutine. Voilà pour répondre à Madame Hidalgo très rapidement, Exactement. sachant que de toute façon, je passe ma vie, et entre autres, nous sommes très diffusés sur Radio Courtoisie dans la capitale. Je passe ma vie à me rappeler au bon souvenir de Madame Anne Hidalgo. Je n'en raterai pas une. Je serai d'ailleurs à nouveau en direct. Nous serons en direct samedi pour retraiter. On repassera ensuite quelques enregistrements, mais entre 9h et midi sur Radio Courtoisie samedi, nous pourrons, de visu sur les ondes hertziennes et sur DAB+, répondre à nouveau à Madame Hidalgo, Raphaël et moi-même, pendant 3 heures. Nous pourrons traiter de l'actualité américaine et puis aussi de l'actualité patriote française. Exactement, exactement. Et pour la scène, c'est vrai que là, il faut quand même en parler. C'est-à-dire que pourquoi elle s'exprime d'une telle manière, pourquoi elle doute? C'est parce que notre prince, notre maître à tous,
notre ange déchu. Je vous rappelle, regardez encore une fois, on va parler de la cérémonie de clôture, les amis, ça va être magnifique. Quand vous voyez ce que nous réserve Thomas Joly, ce monde dystopique, eh bien, on va avoir encore une fois un message clair. Notre prince donc s'est exprimé à la base, une fois que la Seine est devenue baignable, pour envoyer nos triathlètes directement dans cette eau pleine de matière fécale, parce que E. coli vient des matières fécales. Eh bien, il avait expliqué tout simplement, nous y sommes, par un investissement de l'État, par votre investissement 1,4 milliard. avec Paris et le Val-de-Marne. Nous avons réussi en 4 ans l'impossible depuis 100 ans. La Seine est baignable. Si quelques athlètes se retrouvent à l'hôpital, mais c'est parce qu'ils ne font pas d'efforts. C'est tout simplement ça, c'est qu'ils n'arrivent pas à comprendre la joie. D'ailleurs, Macron lui-même, comme quelque part, c'est un saint sur terre. Il avait promis à la base de se baigner, tout comme Oudéa Castéra et Anne Hidalgo. Mais ensuite, il a dit non, je vais attendre pendant les JO. Et finalement, il a dit non, je vais pas me baigner. Mais c'est pourquoi? C'est pour vous laisser la place. Donc allez-y, chers amis, vous pouvez aller vous baigner, rejoindre ce que les sondages indiquent massivement de plus en plus. Paris est dans une bulle d'extase. Les Français adore les Jeux Olympiques. On brille à l'international. Tout le monde nous envie, tout le monde nous adore. Et ce n'est pas une question, c'est un ordre. Donc arrêtez de vous plaindre, chers amis. Et vous pouvez en plus vous jeter tout simplement dans la Seine. Donc si vous voulez après ressortir avec à la fois des problèmes gastro-entériques, si vous voulez après vomir, mais c'est tout simplement parce que vous êtes, encore une fois, des réacs et des membres de l'extrême droite. Faut faire un choix, les amis. Donc voilà, profitez de ces JO et continuons à suivre un petit peu ce que nous explique Emmanuel Macron, Anne Hidalgo et tout le tutti quanti. Alors Nicolas, on aura plein de choses à aborder, y compris sur l'actualité politique française, parce que évidemment pendant cette trêve olympique, alors c'est vrai que le Rassemblement national, on sait plus. Le Rassemblement national n'est plus là. Jordan Bardella, le Messie, celui qui était présenté comme le Messie lors des élections européennes et législatives, n'est plus là. Il n'y a plus de commentaires. Mais on a encore une fois, évidemment, ce chaos politique qui est présent. Tu en as parlé hier de la stratégie qui semble se préparer du côté du camp d'Emmanuel Macron, ce qui est en fait de parler d'un remaniement du gouvernement. C'est-à-dire, on ne respecte pas le résultat des élections. Mais on a donc Lucie Castetz, qui est ce qu'on appelle la première ministrable, comme le disent les articles du Figaro, qui s'est exprimée pour retravailler aussi sa communication et se présenter comme la modernité à l'état pur. Elle a voulu partager quelque chose qu'elle considère véritablement d'important. Est-ce que tu peux nous en parler quand même, Nicolas? Parce que là, les amis, accrochez-vous. Le nouveau Front populaire nous présente son paladin. Ben oui, parce ce qu'il fallait qu'elle dise, parce que peut-être que ça pourrait l'aider à devenir en effet Premier ministre, on n'en doute pas une seconde, elle a voulu dire, mais je suis des vôtres, ne vous trompez pas. N'imaginez pas une seconde que je sois sur le fond en désaccord avec vous sur quoi que ce soit. D'ailleurs, si je suis la directrice financière euh, de la mairie de Paris, déjà, mais non, ça n'a pas suffi. Donc, elle a expliqué qu'évidemment, cette brave femme vivait en couple avec une femme, je crois qu'elle est mariée d'ailleurs, et qu'ils ont un petit enfant. Il n'est pas dit, je crois, dans le Figaro, puisque pas dans le Figaro, dans le Paris Match. Évidemment, on a toujours ça, c'est un fait caractéristique, ce qui montre d'ailleurs que sa cote monte à Castet, parce que quand on commence à avoir les faveurs de Paris Match, c'est plutôt un signe qu'on devient en effet un premier ministrable comme les autres, et donc une homosexuelle comme les autres. Donc elle a une chance indéniablement d'arriver à Matignon. Je dirais que là, c'est quand même un plus. Indéniablement, c'est un plus. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça, si ce n'est que de toute façon, nous n'avons toujours pas de gouvernement. Nous n'avons que des ministres démissionnaires, mais qui n'ont jamais été autant, comme Gabriel Attal l'a dit il y a encore 2 jours, aux affaires. Il ne se parle plus entre le président et le Premier ministre, mais il est au pouvoir, il est en pleine possession, il est à 100% Premier ministre, comme les ministres sont à 100% ministres, tous ces ministres démissionnaires. C'est insensé. C'est insensé et tout le monde continue à ne rien dire, alors qu'il y a une violation manifeste de la séparation des pouvoirs. On a affaire quand même avec Attal à un président d'un des plus grands groupes de l'Assemblée nationale, et il est à la fois donc Premier ministre et un membre éminent de l'Assemblée nationale. Bon, je continue à le répéter, mais alors là, quand on dit déclamer dans le désert, alors là oui, on crie dans le désert, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout, nous n'avons plus de constitution. Nous avons tout violé, nous avons violé ce qui, je dirais même cette référence obsessionnelle à la République, à 1789, mais c'est la base. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une séparation des pouvoirs, exécutif, législatif, entre autres. Il n'y a plus de séparation aujourd'hui,
et tout le monde s'en fout. Moi, je n'ai plus de mots pour expliquer cela. Par contre, alors, et d'ailleurs, ils se font une com et une pub. Tu disais, Macron remonte dans les sondages. Ils sont tous à chercher. Même Thévenot avait cherché à dire, mais si dans un discours européiste, mais si on compte toutes les médailles de l'Union européenne, on est largement en tête. Alors, il vaut mieux commencer à noyer le poisson comme ça, parce que comme je l'avais d'ailleurs dit, je suis pas sûr qu'on finira même dans les 5 premiers. Contrairement, on n'a plus de médailles, vous avez vu, ça n'a pas loupé. Dès que les épreuves reines sont apparues, l'athlétisme, 0 médaille. 0 médaille. Et même les petites médailles qu'on pensait glaner sur des sports accessoires, on les a pas. Donc finalement, la liesse, là, actuellement, on peut plus vraiment nous montrer le village olympique français, parce qu'il n'y a plus trop de médailles. Donc on est 4e, je crois, et on sera bientôt 5e, et il n'est pas exclu qu'on ne soit pas dans les 5 premiers. Donc ce n'est qu'un succès relatif, même si, encore une fois, je le répète, l'apanage des Jeux Olympiques pendant plusieurs dizaines d'années, il fallait pas se louper et pas se tromper, c'était l'apanage des régimes totalitaires et du tiers-monde. Je pense qu'aujourd'hui, on est un peu des deux. C'est pour Absolument. ça on monte dans la hiérarchie des Jeux Olympiques. Plus très loin d'être un pays du tiers-monde, et plus très loin non plus d'être franchement un système totalitaire. Bah, ça nous permet aussi donc de parler encore une fois d'une nouvelle controverse autour des Jeux Olympiques. Là, tu viens de parler des fameuses médailles. Bon, on avait déjà parlé du prix de production des médailles, mais vous savez, il y a des primes. En fait, c'est que aussi pour les athlètes, c'est un énorme enjeu, ces Jeux Olympiques. Il faut se préparer pendant plusieurs années pour espérer être sur le podium et avoir droit donc à une médaille de bronze qui coûte moins qu'un ticket de métro parisien pendant les JO, mais il y a une prime derrière. Et qu'est-ce qui a fait parler récemment? Eh bien, c'est le problème de la fiscalité française, encore une fois. Ben oui, chers amis, quand Macron dit simplement c'est l'État qui a financé les 1,4 milliard pour tout simplement dépolluer la Seine qui permet de faire vomir et de détruire les intestins de nos athlètes, eh bien, il y a la problématique donc, de la fiscalité sur ces fameuses primes. Les athlètes français se plaignent, car lorsque vous êtes sur le podium, selon la médaille que vous avez, la prime que vous pouvez recevoir, eh bien, l'État, dans tous les cas, c'est encore une fois un succès pour lui, parce que même quand l'athlète gagne, eh bien, l'État se permet de prendre une part, ce qui est quand même magnifique, parce que quand vous voyez certaines sommes, c'est-à-dire que là, j'ai un article sous les yeux qui nous explique, par exemple, que une personne qui est vice-championne olympique en sabre, donc c'est Sarah Balzer, elle va percevoir 40 000 euros. Voilà, contre 20 000 euros pour un médaillé de bronze. Donc 40 000 euros, ça peut paraître beaucoup, des gens pourraient dire, mais c'est très bien 40 000 euros. Ben non, parce que c'est 40 000 euros sur combien d'années de préparation? Sur combien de membres à financer de son équipe? Vous savez, quand vous êtes un athlète de très haut niveau, vous avez un kiné, vous avez un médecin, vous avez vos coachs, un ou des coachs, vous avez toute la logistique, le transport. Et on a eu d'autres révélations aussi d'athlètes de la natation qui expliquaient, on a pu entendre certains athlètes français dire que c'était la fin de leur carrière, tout simplement parce que ils se retrouvent à gagner à peine 10 000 euros par an. Pourquoi? Parce que même si là, la natation, c'est-à-dire qu'on voit Emmanuel Macron tweeter à la fois soit en anglais, soit pour vénérer nos athlètes, pour ensuite se ruer dans les stades pour se frotter à eux, eh bien, il nous parle de la natation en expliquant que c'est ce qui fait la fierté de la France, mais les athlètes de natation, comme ce n'est pas reconnu comme un sport, ils ne sont pas payés. Ils ne sont pas payés, c'est-à-dire qu'ils doivent simplement se baser sur les primes qu'ils peuvent toucher pour leur performance sportive. Et donc, c'est un peu comme le tennis ou autre, mais là, on parle de la France. Souvenez-vous bien que la France, avec le ministère des Sports, la quasi-totalité des sports font partie en fait tout simplement du ministère des Sports, c'est-à-dire c'est dans le domaine donc public. Et vous n'avez pas de financement. Les athlètes ne peuvent pas être payés. Il y a eu énormément de controverses. D'ailleurs, c'est la SNCF qui fait des travaux aussi de promotion. Moi, par exemple, je connais le milieu de la boxe. Ben, beaucoup de boxeurs, des athlètes de haut niveau, se mettent à travailler pour la SNCF pour avoir des emplois du temps aménagés pour espérer tout simplement pouvoir se payer à manger, payer leur coach, tout en ayant la possibilité de s'entraîner. Quand vous êtes un athlète, vous devez vous entraîner en moyenne 2 fois par jour et vous avez énormément de frais. Eh bien, l'État ne finance absolument rien pour de nombreux athlètes dans de nombreuses disciplines. Et en plus de ça, si vous avez la chance d'être sur un podium pour avoir une médaille de bronze qui coûte moins cher qu'un ticket donc, de métro parisien pendant les JO, eh bien, en plus, l'État se permettra de prendre une petite ponction fiscale. Voilà. Alors, est-ce que tu as un commentaire peut-être sur ça? Parce que ça a fait réagir. On a Oudéa Castéra qui a répondu. On a David Douillet qui est revenu, qui s'est exprimé aussi sur ça. Et ça, quand même, montre un autre problème. C'est-à-dire que même si là, on est en pleine extase, effervescence, et c'est pas une question, c'est un ordre. Donc, moi, je me soumets. C'est-à-dire que je suis heureux de ces Jeux Olympiques. Eh bien, on a quand même un nouvel élément qui nous montre encore une fois la triste réalité économique pour tous ceux qui vivent dans cet enfer qu'on appelle la France de Macron. Mais bon, déjà, de toute façon, la base on parle d'argent, et il y en a qui font des gros sous, dont le CIO, qui gagne énormément de fric, sur le dos de bénévoles.
Parce que la base, c'est ce que je disais, la base du sport, et par exemple en France, mais du système associatif en général, puisque il y a en tout cas en France cette loi 1901 qui permet de s'associer, de créer des fédérations au niveau local, puis au niveau national. Il y a en plus une certaine subsidiarité. Ça se passe plutôt pas mal finalement quand l'État y met pas trop ses mains. Et puis évidemment, quand on a des grosses fédérations, bien sûr, l'État tripatouille, les grosses fédérations, Fédération française de football, de rugby. Là, bien sûr, il y a des scandales à répétition, mais c'est pas le cas pour les petits sports. Et donc, c'est un bénévolat pur. C'est eux qui sont à Paris aujourd'hui. Quand on nous dit qu'il y a une liesse populaire, c'est pas les Parisiens. Les Parisiens, ils sont tous partis, entre autres sur la Côte d'Azur. Donc quand on dit les Parisiens, quand les touristes étrangers disent ils sont gentils les Parisiens, non, les Parisiens, d'ailleurs je suis parisien, je suis même pas gentil d'ailleurs, si on me parle dans le métro je réponds pas, je suis pas sympa. On n'est pas sympa les Parisiens, faut pas dire des conneries non plus à ce point-là, quoi. Donc oui, par contre les ruraux, par contre oui, ces gens qui aiment le sport, qui dévouent toute leur vie, souvent de jeunes retraités, cette France rurale ou néo-rurale. Elle est montée à Paris, elle est joyeuse, elle a une liesse qu'on peut parfaitement comprendre pour ses athlètes, pour les sports qu'elle aime, qu'elle pratique. Il n'y a rien à dire là-dessus, mais l'exploitation politicienne de tous ces foireux qui prétendent que nous sommes qu'il y a une liesse totale, c'est faux. Il n'y a aucune liesse, par contre, sur le reste. Et prétendre aussi que les Parisiens ne rêvent que d'une chose, c'est de revenir, ça aussi, c'est une vaste blague. Ils n'ont qu'à revenir. Il paraît que les transports sont des transports extraordinaires. C'est ce que disent aussi les trois choses dans un sondage du Figaro. Les Parisiens, ils sont gentils. Les transports, mais alors, un peu cher, mais alors formidable. Ils marchent vachement bien. Et je crois, la troisième, Paris est propre. Mais oui. Le village Potemkin a mis ses habits de lumière. Le village Paris est propre. C'est une nouveauté quand on sait la dégueulasserie, pour des gens qui, comme moi, allons souvent à Paris, que peut représenter Paris. C'est immonde Paris, et pas seulement pour ses surmulots, mais pour tout ce qui va finalement du laisser-aller, de la négligence permanente, qui est liée d'abord à une politique clientéliste, évidemment, de la mairie de Paris, qui fait qu'on ne peut pas vraiment pousser et abuser de personnel de la mairie quand déjà ils votent pour vous. Donc, évidemment, tout ça est une bien triste, ça sera un bien triste dénouement, parce que le dénouement, de toute façon, il approche, et après les JO, que nos téléspectateurs, internautes qui s'impatientent que nous retraitions de sujets sérieux, même si je pense que ce sujet est beaucoup plus sérieux, en tout cas la cérémonie d'ouverture et la cérémonie de fermeture sera aussi extrêmement sérieuse, beaucoup plus sérieuse qu'on imagine, parce que c'est un véritable récit mythique, mythologique, qui est mis en place, mondialiste, qui inverse à peu près tout. On pourrait d'ailleurs le développer, on le développera quand on aura notre matinale. Je pense qu'il faut que nous invitions aussi des gens vraiment des experts, qui vont aller regarder symbole par symbole le narratif de ce que l'on nous a engrammé, de cette forme de sorcellerie médiatique qui a touché bien au-delà de la France, puisqu'elle a touché plus d'1 milliard d'habitants au travers le monde. Donc ça reste des sujets extrêmement sérieux. Par contre, se moquer du monde en disant la liesse, en disant tout ça, non. Il y a en effet des bénévoles, et ça c'est je sais pas si c'est une magie, la magie des jeux, mais oui, bien sûr, il y a cet aspect qui existe et qui marque la générosité humaine. Ça, c'est évident, mais par contre, de même et depuis toujours, il y a des gens qui en profitent pour se faire beaucoup d'argent sur le dos de cette générosité. Et là encore, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nicolas, faisons aussi un rappel important, encore une fois, parce que moi, on parle aussi de ces messages qui sont transmis par nos élites politiques pour le peuple français, surtout pour les Gaulois réfractaires. C'est toujours très symbolique, et ça permet de comprendre en fait la tendance, l'évolution progressive du gouvernement, c'est-à-dire de cette technocratie, de voir les décisions qui sont prises par l'élite pour renforcer tout simplement leur microcosme, et tout ça en continuant de vampiriser la population. Eh bien, là, on nous parle des bénévoles comme si c'était tout simplement des héros, et évidemment, donc force à eux. De toute manière, merci à tous ceux qui travaillent pour permettre quand même de faire un événement qui se déroule bien et qui permet de montrer justement ces petites mains françaises qui correspondent à ce que notre pays a de beau et de grand, c'est-à-dire en fait les Français et non pas l'élite française. Mais on se rend compte qu'il y a le bon bénévole et le mauvais bénévole. Vous savez, il y a le bon chasseur, le mauvais chasseur. C'est-à-dire, si vous êtes bénévole pour les Jeux Olympiques, tout va bien, vous êtes un héros. C'est très bien. Et après, vous pouvez justement financer toutes ces grandes organisations. Vous ne touchez rien, mais vous êtes un héros parce que vous vous sacrifiez justement pour la communication politique de la Macronie. C'est magnifique. Par contre, si vous êtes bénévole pour le Puy du Fou, alors là, vous faites partie d'un système d'extrême droite. Vous faites partie d'un système qui abuse de la population.
qui fait même peut-être presque preuve d'esclavage. Souvenez-vous de tous les documentaires avec les musiques angoissantes, avec une voix off, bien grave, mystérieuse, qui veut nous montrer les dessous sombres du Puy du Fou. Puy du Fou qui n'a même pas été invité pour organiser quoi que ce soit, alors que je pense que le Puy du Fou est quand même une organisation qui est absolument exceptionnelle et qui arrive à succès et avec une régularité hors norme à montrer ce qu'il y a de beau dans l'histoire et la culture française. Donc ça, il faut quand même saluer nos amis du Puy du Fou. Mais on voit qu'il y a le bon bénévole et le mauvais bénévole. Et ça va continuer, cette catégorisation, c'est-à-dire, comme l'a dit Anne Hidalgo, elle dit un fuck simple, en plus, avec cet anglicisme toujours magnifique, de la personne qui est déconnectée du réel. Nous sommes uniquement des réacs et des personnes de l'extrême droite. Donc voilà, ce sera parmi les bénévoles, Raphaël, il n'y a pas que le Puy du Fou, il y a même, et alors là, ils sont maltraités, en effet, quelques braves chrétiens qui avaient affrété un bus qui tournait dans Paris pour dénoncer la façon dont la scène avait été moquée dans la cérémonie d'ouverture. Eh bien, ils ont été coffrés. Alors, pour ça, ils leur ont fait passer la nuit au commissariat de police, aux frais. Alors, ils ont été libérés le lendemain pour une erreur de procédure. C'était des Espagnols en particulier qui venaient et donc ils ont arrêté. Alors d'ailleurs, c'était assez amusant quand on lit, puisque c'est suite à une dénonciation. Donc voilà, les Parisiens sont tellement sympas qu'en plus, ils s'y mettent aussi, comme dans la plus grande période de la crise sanitaire, on dénonce son voisin, on dénonce son prochain. Et là, les salopards d'Espagnols qui avaient le malheur de dire que c'était pas la plus extraordinaire des cérémonies d'ouverture de tous les temps, on a arrêté le bus et on les a coffrés. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai garé mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.